Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va travailler sur les espaces vectoriels normés et aussi sur la topologie dans les espaces vectoriels normés. Premièrement, nous allons essayer de construire ce schéma qui résume la définition de la norme et les normes classiques par borne-étude, et à chaque étape on essaie de donner un exemple ou bien un exercice. Puis nous allons passer pour parler sur les suites convergentes dans un espace vectoriel normé et aussi les normes équivalentes. Troisièmement, nous allons parler sur la topologie des espaces vectoriels normés en construisant ce schéma avec des exemples et des exercices. Dernièrement, nous allons parler aussi un peu sur les applications entre deux espaces vectoriels normés, la notion de la limite, la continuité dans un espace vectoriel normé et aussi des applications de ces derniers. Premièrement, qu'est-ce que c'est un espace vectoriel normé? C'est tout simplement un espace vectoriel qui est muni d'une norme. La norme, c'est une généralisation de la longueur d'un vecteur. Par exemple, pour l'ensemble R, la valeur absolue mesure la longueur des nombres par rapport à 0. Un deuxième exemple, l'ensemble des nombres complexes. Le module mesure la longueur d'un point M qui est associé à l'affixe Z par exemple par rapport à O. Donc, d'une manière générale, une norme doit vérifier les trois conditions suivantes. La première, pour n'importe quel x appartient à E, si la norme de x égale à 0 équivaut à ce que x est égal à 0, E. La deuxième, il faut que pour n'importe quel lambda ton cas, la norme de lambda x égale la valeur absolue de lambda fois la norme de x. Et dernièrement, l'inégalité triangulaire, c'est-à-dire la norme de x plus y inférieure à la norme de x plus la norme de y. Comme premier exemple d'une norme sur un espace, on va considérer l'espace des fonctions continues sur le segment 0,1 à valeur réelle. Si alpha appartient à 0,1 et f appartient à E, on va poser n alpha de f est égal sup de f sur le segment alpha 1, n'oublions pas que alpha appartient à 0,1, plus l'intégrale de 0 jusqu'à alpha de f. Alors la question ici, c'est de démontrer que n alpha est une norme sur E, c'est-à-dire sur l'espace des fonctions continues sur 0,1 à valeur réelle. Afin de démontrer que n alpha est une norme sur E, nous allons démontrer d'abord que si n alpha de f est égal à 0, équivaut à ce que f est la fonction nulle sur 0, 1. Donc on va prendre une fonction telle que n alpha de f égale à 0 et on va essayer de démontrer que la f c'est la fonction nulle. Alors soit f appartient à E tel que n alpha de f est égal à 0. Ça équivaut à dire que le sup, je vais remplacer par n alpha, le sup sur alpha 1 plus l'intégrale de 0 jusqu'à alpha f de x de 2x égale à 0. Alors ici, j'ai bien la valeur absolue. Donc c'est une fonction qui est positive. Alors l'intégrale aussi est positive. Ici, j'ai la valeur absolue, donc ça, c'est un nombre positif. La somme de deux nombres positifs égale à 0, donc implique que les deux est égal à 0. C'est ça l'idée. Alors, comme le sup de f sur alpha 1 est positif et l'intégrale de f de x, la valeur absolue de f de x, est aussi positive, car on a une fonction positive, alors les deux sont nuls, c'est-à-dire sup de la fonction f. Ici, le sup est bien défini. Pourquoi? Parce que la fonction est continue. Continue sur un compacte ou bien un segment. Donc, il est
borné et atteint ces bornes. Alors c'est pour cela qu'on a le droit d'écrire le sup. Et ici, l'intégrale de 0 alpha f de x d de x est égal à 0. D'où f de x est égal à 0, quel que soit x appartienne à alpha 1. Pourquoi? Car quel que soit x appartienne à alpha 1, f de x, la valeur absolue est inférieure ou égale à sup de f sur alpha 1 et supérieur ou égal à 0. Donc on a déjà dit que ça est égal à 0 d'après cette égalité-là. Donc nécessairement f de x, la valeur absolue de f de x égale à 0. Ainsi, f de x égale à 0. Et aussi, f est égal à f de x est égal à 0, quel que soit x appartienne à 0 alpha. Pourquoi? Parce qu'on a dit que l'intégrale de cette fonction est égale à 0. De plus, cette fonction est positive parce qu'on a la valeur absolue. Donc nécessairement, f est égal à 0. Car l'intégrale de 0 jusqu'à alpha, la valeur absolue de f de x, d de x égale à 0, et f, la valeur absolue est positive. Ce qui implique que la valeur absolue de f est égale à 0 sur 0 alpha. Et donc, f de x est égal à 0 pour tout x appartient à 0 alpha. Alors, je vais appeler ça 2 et ça 1. D'après 1 et 2, on déduit que f est égal à 0 sur 0 sur 0, 1. Parce que dans le premier point, on a dit que f est nul sur alpha 1. Et dans le deuxième, f est nul sur 0 alpha. Donc f est nul sur 0, 1. Réciproquement, c'est-à-dire si f est égal à 0, bah, l'intégrale de 0 c'est 0 et le sup de 0 c'est 0. Donc n alpha de 0 c'est 0. N alpha de f égale à 0 équivaut à ce que f est égal à 0. Il reste deux points pour dire que n alpha est une norme. Le premier, c'est que n alpha lambda f est égal à lambda fois n alpha. Et le deuxième, c'est l'inégalité triangulaire. Pour le premier point, on va prendre un lambda appartient à R et F, une fonction de E, et on va essayer de démontrer que n alpha lambda F est égal à lambda fois nf. D'abord, nous allons écrire n lambda F, c'est le sup de lambda F plus l'intégrale de lambda F. Alors, je pourrais faire sortir la valeur absolue de lambda. Donc, ça fait sup de lambda, la valeur absolue de lambda fois la valeur absolue de f plus la valeur absolue de lambda fois l'intégrale. Et puisque la valeur absolue de lambda est une constante, donc le sup de cette fonction est égal à lambda fois le sup de la valeur absolue de f plus la valeur absolue de lambda fois l'intégrale de f. Donc je pourrais factoriser par la valeur absolue de lambda. Alors j'obtiendrai la valeur absolue de lambda fois n alpha f. Et ça, ce qu'on veut démontrer. Vérifions maintenant l'inégalité triangulaire. Pour ce faire, on va prendre deux fonctions f et g de e. Et on sait, d'après l'inégalité triangulaire dans R, pour n'importe quel x dans 0, 1, la valeur absolue de f de x plus g de x est inférieure à la valeur absolue de f de x plus la valeur absolue de g de x. J'ai appliqué seulement l'inégalité triangulaire pour les nombres réels. Et on peut déduire de ça que ça inférieur à la valeur absolue de f plus la valeur absolue de g qui est inférieur ou égal à sup. Parce que pour tout x appartient à alpha 1, f de x reste inférieur à sup de f. De même, g de x reste inférieur à
sub de G. On en déduit que, puisqu'on a vérifié ça pour tout x appartient à alpha 1, on a ça inférieur à sub. Donc, le sub de ces deux fonctions, la somme de ces deux fonctions, inférieur à sub de f plus sub de g, bien sûr, sur alpha 1. De même, l'intégrale de la valeur absolue de f plus g, on va faire rentrer l'intégrale ici, entre 0 et alpha, reste inférieur à l'intégrale de la valeur absolue de f plus l'intégrale de la valeur absolue de g. On va faire juste rentrer ici l'intégrale entre 0 et alpha. Donc on obtient ceci. Et voilà, par ces deux points, le premier point et le deuxième point, on en déduit que n alpha f plus g inférieur à n alpha f plus n alpha g. Et donc, n alpha est une norme sur E. Et maintenant, voici quelques normes classiques. Premièrement, on va travailler sur l'espace E qui k à la puissance n. Si on prend un élément x de k à la puissance n, on peut définir la norme 1 comme suivant. C'est la somme de la valeur absolue de xi et allant de 1 jusqu'à n. Et la deuxième norme, c'est la racine carrée de la somme de i égale à 1 jusqu'à n, xi au carré. La norme infinie de x sur le max de la valeur absolue de xk où k compris entre 1 et n. Donc on peut vérifier facilement que ces trois définissent des normes sur l'espace k à la puissance n. Maintenant, on va considérer l'espace des fonctions continues sur un segment AB à valeur. Si on a un élément f de cet espace, on va définir les normes suivantes. La norme f1, qui est l'intégrale de a jusqu'à b à la valeur absolue, ou bien le module, ça dépend du cas, est-ce que c'est r ou bien c, de f. La norme 2, c'est la racine carrée de f au carré. Et la norme infinie, qui est égale au sup de le module de f de t, où t appartient à b. Dernièrement, il y a beaucoup de normes qui sont issues d'un produit scalaire. Si on se place dans un espace pré-hilbertien, menu d'un produit scalaire, alors on peut considérer la norme induite. C'est la racine carrée du produit scalaire de x scalaire x. Ça, c'est une norme. Donc, parfois, pour démontrer qu'une norme, on peut se servir d'un produit scalaire, comme on va voir dans l'exemple suivant. Voici un exemple d'une norme issue d'un produit scalaire. Donc, pour un x appartient à r au carré, on définit nx par la racine carrée de a au carré plus de ab plus 5b au carré. Démontrer que n est une norme sur r au carré. Donc, on va essayer de définir une application bilinéaire symétrique et définir positive, c'est-à-dire un produit scalaire. Et dans la racine carrée, par exemple, si on a AB, le produit scalaire de AB avec AB est égal à la norme de AB. Donc, à partir de cette formule-là, on va essayer de construire une application qui vérifie les conditions d'un produit scalaire. Donc, supposons par exemple, on a deux points A', B'. Alors, est égal, puisque j'ai ici A au carré, donc j'aurai besoin que ici A fois A'. Et ici j'ai 5B au carré, donc il y aura 5B'. Voilà, on voit bien que ça c'est symétrique. Donc si on change A' ici et A, B ici, donc ça va rester toujours A', BB'. Et on a besoin aussi de ça. Donc on va rajouter plus A', B. Mais si on ne rajoute pas B', A, ça ne va pas être symétrique.
Donc si je fais par exemple 2 ici, sans ceci, l'application, ça ne va pas être symétrique parce que phi de A', ça va être A, B'. Et ça ne sont pas toujours égales. Donc c'est pour cela j'ai besoin de rajouter A'(B) plus B'(A). Donc c'est ça l'idée. On va démontrer que ça est un produit scalaire. On voit bien que phi de AB est égal à A au carré plus 2AB plus 5B au carré. Donc est égal à la norme de AB au carré. Alors pour x égale à B, x' égale A'B' appartiennent à R au carré, on considère l'application suivante. Phi de x égale A fois A' plus A'B plus A plus 5BB'. Qu'on va montrer que c'est un produit scalaire. Premièrement, on voit clairement que phi est une application symétrique. C'est-à-dire, si je change phi de x est égal toujours à phi de x', c'est la même chose. Et aussi, c'est une application bilinéaire. Pour démontrer qu'elle est bilinéaire, il suffit juste de démontrer qu'elle est d'abord symétrique et après qu'elle est linéaire par rapport à la première variable, lambda x plus y, x' est égal à lambda phi de x plus phi de y, x'. C'est-à-dire linéaire par rapport à la première variable. De plus, il est symétrique, donc il est linéaire aussi par rapport à la deuxième variable. Alors ici, on voit bien que notre application est symétrique, aussi linéaire par rapport à la première variable. Donc vous pouvez le vérifier facilement. Dans le deuxième point, on va démontrer qu'elle est positive, c'est-à-dire phi de x est positif, défini positif. Donc phi de x, c'est A au carré plus 2AB plus 5B au carré. Donc on va essayer d'utiliser l'identité remarquable afin de démontrer que tout ça est positif. Donc ici j'ai A au carré plus 2AB. Il me manque B au carré. Donc je vais le prendre d'ici. Alors ceci est égal à A au carré, ce qui donne encore une fois A plus B au carré plus 4B au carré, qui est positif. Ainsi, cette somme-là est égale à 0 si et seulement si les deux sont nuls. Pourquoi? Parce que ces deux termes sont positifs. Phi de x égale à 0 équivaut A plus B au carré égale à 0 et 4B au carré égale à 0. Pourquoi? Parce que ce terme-là est positif et ce terme-là est positif et la somme est égale à 0. Donc nécessairement les deux sont nuls. Ce qui équivaut à ce que B est égal à 0 et A aussi est égal à 0. Donc phi est défini positif. Conclusion, n est la norme associée au produit scalaire phi. Voilà, comme ça nous avons prouvé que n est une norme sur R au carré. Tenez maintenant certains vocabulaires qu'on utilise souvent. Si A appartient à E, un élément de l'espace, et R un réel strictement positif, alors on appelle boule ouverte de centre A et de rayon R. Si le sous-ensemble de E, des éléments X appartiennent à E, tels que la norme de X moins A,
inférieur strictement à R. Boule fermée de centre A et de rayon R. Ici, la différence inférieure ou égale au lieu de inférieur strictement. Voici un exemple où on se demande de présenter la boule unité ouverte. Pour la norme, nxy est égal à max, la valeur absolue de x, la valeur absolue de y, la valeur absolue de x moins y. La norme, c'est le max de ces trois. Bien sûr, c'est une norme sur R au carré. Vous pouvez le vérifier facilement. Mais la question ici, c'est représenter la boule unité ouverte de cette norme-là. Alors, le couple x, y appartient à la boule ouverte de centre 0 et de rayon 1 équivaut à ce que la norme de x, y est inférieure strictement à 1, ce qui équivaut à ce que le max de ces trois, c'est-à-dire la valeur absolue de x, la valeur absolue de y et la valeur absolue de x moins y, inférieure à 1. Et ceci est vérifié si et seulement si les trois sont strictement inférieurs à 1. C'est-à-dire la valeur absolue de x est inférieure à 1 et la valeur absolue de y est inférieure à 1. Donc voilà, si on a ces trois-là sont inférieurs strictement à 1, on peut déduire directement que la norme et le max va être nécessairement inférieur à 1. Et réciproquement, si le max est inférieur à 1, implique les trois sont inférieurs strictement à 1. Donc, ce qui équivaut encore une fois à ce que x compris entre 1 et moins 1, y compris entre moins 1 et 1, et y inférieur à 1 plus x et moins 1 plus x. Premièrement, je vais me concentrer x compris entre moins 1 et 1. Donc voilà les possibilités de x et les possibilités de y. Après, je vais tracer la droite d'équation 1 plus x. Donc pour x égale à 0, on a 1, ce point appartient à cette droite. Et pour x est égal à moins 1, j'obtiendrai 0. Donc ici, droite. Après, je vais tracer la droite moins 1 plus x. Donc pour x égale à 0, j'ai moins 1. Et pour x égale à 1, j'ai ce point-là. Voilà, ces deux droites-là. Alors, je sais aussi que y ne peut pas dépasser 1. Donc, je continue de tracer ici. Et que x aussi ne peut pas dépasser 1, comme ça. De même, ici, moins 1. C'est ça la boule demandée. Donc, en jaune. Parce que si on se place ici, par exemple, et on cherche, par exemple, ce point-là, le y, c'est ça, est inférieur à 1 moins x. Si c'était ça, x. C'est ça la boule ouverte pour la norme n sur R au carré. Sphère de centre A et de rayon R, c'est l'ensemble des éléments de E, tel que la norme de x moins A est égale à R. Parlons maintenant un peu sur la notion d'une partie bornée d'un espace vectoriel normé. Si on a une partie A de E, on dit qu'elle est bornée s'il existerait un réel positif M et pour tout x appartient à A, la norme de x inférieure ou égale à M. C'est-à-dire la norme des éléments de A sont majorés par un réel positif. Exemple dans lequel on va essayer de démontrer que la partie A suivante de R au carré, qui est caractérisée par les couples xy, vérifions x au carré, plus xy, plus y au carré est égal à 1.
Alors, on va démontrer que cette partie-là est bornée dans R au carré pour la norme infinie. C'est-à-dire, on va chercher une constante m positive, telle que quel que soit x, y appartiennent à A, la norme infinie de x, y, qui est égale à max à la valeur absolue de x et la valeur absolue de y, soit inférieure ou égale à m. Et ça, pour n'importe quel élément de A. Ce qui équivaut encore une fois à ce que la valeur absolue de x soit inférieure à m et la valeur absolue de y inférieure à m. Donc, à partir de cette égalité-là, on doit trouver une constante m de telle sorte pour tout couple x, y appartiennent à A, la valeur absolue de x et la valeur absolue de y sont inférieures à m. Alors, je vais premièrement prendre un élément de A, un couple x, y appartient à A. Alors, ce couple vérifie l'égalité x au carré plus xy plus y au carré est égal à 1. Afin de trouver une constante qui majeure x et majeure y, je vais essayer d'écrire ça comme somme de deux nombres positifs. Et si j'arrive, dans ce cas, ils vont être majorés par 1. Donc, on peut utiliser les notations remarquables pour dire que c'est x plus y, x sur 2 plus y au carré. Ça fait y au carré. J'ai déjà y au carré, plus 2 fois x fois y, ça fait xy, plus x au carré sur 4. X au carré moins x au carré sur 4 est égal à 1. Donc voilà, j'obtiendrai ces deux nombres positifs dont la somme est égale à 1. On en déduit que 3x au carré sur 4 est inférieur ou égal à 1. Ce qui donne encore une fois x sur 2 plus y au carré est inférieur ou égal à 1. Ainsi, la valeur absolue de x inférieure, je vais déplacer 3 quarts dans l'autre côté et faire rentrer la racine carrée, donc inférieure à 2 sur racine de 3. Pour la deuxième inégalité, pour cette égalité-là, donc ce qui équivaut à ce que x plus sur 2 inférieur ou égal à racine de 1, la valeur absolue. Or, je vais utiliser une inégalité triangulaire ici afin d'isoler la valeur absolue de y. La valeur absolue de y moins la valeur absolue de x sur 2 inférieure à la valeur absolue de x sur 2 plus y. Donc, ce qui est inférieur encore une fois à 1. D'où x inférieur toujours à 2 sur racine de 3 et y, la valeur absolue, inférieure à 1. Je vais déplacer ça ici, inférieur à 1 plus x sur 2, qui est inférieur ou égal à 1 plus 1 sur racine de 3. Donc, puisque ça est inférieur à 1 plus 1 sur racine de 3, donc la norme de x, y est inférieure à 1 plus 1 sur racine de 3. Conclusion, A est une partie bornée dans R au carré. R au carré pour la norme infinie. Et parfois, pour démontrer qu'une partie A n'est pas bornée, on essaye de trouver une suite xn d'éléments de A, telle que la limite de la norme de xn tendre vers plus l'infini. Ça justifie qu'on ne peut pas majorer la norme des éléments de A par une constante.
Sinon, voici la contradiction. On aura une suite qui est majorée et tendre vers plus l'infini, ce qui est impossible. Donc en pratique, on essaie toujours de trouver une suite d'éléments de A dont les normes divergent vers plus l'infini. Parlons maintenant sur la convergence d'une suite dans un espace vectoriel normé et l'équivalence d'une norme. D'abord, commençons par les suites convergentes. On dit qu'une suite xn de E est convergente vers L appartient à E si et seulement si la norme de xn moins L tendre vers 0 lorsque n tendre vers plus l'infini. Voici une façon très pratique pour calculer la limite ou bien pour dire est-ce qu'une suite convergente ou bien divergente. C'est lorsqu'on se place dans un espace de dimension finie et si on considère EI une base de cet espace, alors la suite xn dont les coordonnées sont xn et dont la base E converge vers le vecteur L si et seulement si chaque suite des coordonnées AM converge vers les coordonnées AM du vecteur L. Voilà un exemple où on utilise les coordonnées afin de dire est-ce qu'une suite est convergente ou pas. Donc on a la matrice suivante A, diagonale, montrer que la suite A à la puissance n converge et déterminer sa limite. D'abord, pour tout n appartient à n étoile, A à la puissance n, puisque c'est une matrice diagonale, donc est égale aux éléments diagonaux à la puissance n. C'est-à-dire 1 demi à la puissance n, 3 sur 5 à la puissance n, 1 tiers à la puissance n. Alors, pour vérifier est-ce que cette suite converge, on va se concentrer sur les coordonnées dans la base canonique. Donc, les coordonnées sont 1 demi à la puissance n, 0, 0, ainsi de suite. Les coefficients de A à la puissance n convergent vers 0, c'est-à-dire limite quand n tend vers plus l'infini de n demi à la puissance n est égale limite à la puissance n quand n tend vers plus l'infini égale à 0. Pourquoi? Parce que 3 sur 5, 1 demi et 1 tiers sont tous compris entre 1 et moins 1 strictement. Donc la limite de tous les coefficients c'est 0. On en déduit que n, la suite A à la puissance n appartient à n étoile, converge vers la matrice nulle. De M3R. Juste pour vous expliquer les deux en général, on a trouvé les coefficients de A à la puissance n. A et G, indice n, les suites de la coefficient convergent vers une matrice B si et seulement si, parce qu'on a considéré ici la base canonique, c'est-à-dire la base des O et G avec I et G sont compris entre 3 et 1. Les matrices élémentaires, c'est une base de M3R. Donc, cette suite converge vers la matrice B si et seulement si chaque coefficient converge vers un élément de R. Donc, on a trouvé chaque coefficient converge vers 0, 0, 0, 0. Donc, la matrice A à la puissance n converge vers la matrice nulle. Normes équivalentes. Si vous avez deux normes N1 et N2, on dit qu'elles sont équivalentes lorsqu'il existe deux constantes strictement positives et pour tout x appartient à E, N alpha x inférieur ou égal à N2x inférieur ou égal à bêta N1x. Dans ce cas, on dit que les deux normes N1 et N2 sont équivalentes. Essayons de démontrer l'inégalité suivante pour la norme 1 et la norme 2 sur Kn. Donc pour un x appartient à K à la puissance n, montrer que la norme 2 de x inférieure à la norme de 1 inférieure ou égale à la racine de n fois la norme de 2. Autrement dit, on veut démontrer que la norme 1 et la norme 2 sont équivalentes sur K à la puissance n.
Je commencerai d'abord par la première inégalité. Rappelons que la norme de x2, c'est la racine carrée de sigma est égale à 1 jusqu'à n xi au carré, ou bien son valeur absolue au carré. Et la norme 1, c'est la somme de i égale à 1 jusqu'à n, la valeur absolue de xi. Donc on veut démontrer que ça inférieur ou égal à ça. Ce qui équivaut encore une fois, si j'enlève les deux au carré, donc ça inférieur à ceci au carré. Ce qui est bien évidemment vrai. Pourquoi? Parce qu'on rajoute à des carrés des nombres positifs, des valeurs absolues. C'est-à-dire parce que cette somme-là est égale à la somme de i égale à 1 jusqu'à n, xi au carré plus des xi fois xg, avec i inférieur à g, inférieur ou égal à 1, et n. Donc, on a ici ça, plus quelque chose qui est positif. Donc, si on retranche ceci, alors ça va être inférieur ou égal. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, on a la norme de x2 au carré est égale à la somme de i de 1 jusqu'à n, xi au carré est inférieur ou égal à la somme de i égale à 1 jusqu'à n, xi au carré plus la somme de xi fois xg, la valeur absolue, i inférieur strictement à g, inférieur ou égal à n, inférieur ou égal à 1. Pourquoi inférieur strictement? Parce que nous avons mis ici ou lorsque i est égal à g, qui nous donne au carré. Alors, la norme de x2 au carré est inférieure, et cette somme-là est égale exactement à la somme de i égale à 1 jusqu'à n, xi, le tout au carré. Et ça, c'est la norme 1 au carré. Donc, la norme de x, la norme 2 de x est inférieure à la norme de 1. Parce que je peux enlever le carré parce que si les normes sont toujours positives à valeur réelle positive. Concentrons-nous maintenant sur la deuxième inégalité. On voit bien qu'on a ici racine de n, et donc peut-être on peut remarquer qu'on peut utiliser l'inégalité sur Cauchy-Schwarz. Pourquoi? Parce que la norme de x égale la valeur absolue de xi est égale à 1 jusqu'à n. Donc, pour pouvoir passer à la norme 2, on a besoin de au carré. Donc, la somme de xi au carré est égale à 1 jusqu'à n demi, n. J'ai aussi racine de n. Donc, racine de n, on peut la voir, c'est comme n demi la somme de i égale à 1 jusqu'à n de 1. La somme de 1 jusqu'à n, c'est exactement n. À la puissance n demi, c'est racine de n. Donc voilà, c'est ça l'idée. Donc ça est égal à, on peut l'écrire comme xi fois 1. Et on utilise l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors on a la norme 1 de x est égale à la somme de i égale à 1 jusqu'à n, la valeur absolue de xi, qui est égale, encore une fois, je multiplie par 1, xi fois 1, inférieur ou égal à la somme de i égale à 1 jusqu'à n, xi au carré à la puissance n demi fois la somme de i égale à 1 jusqu'à n de 1 fois à la puissance n demi. Donc j'ai utilisé l'inégalité de Cauchy-Schwarz.
ce qui équivaut à ce que la norme de 1 est inférieure à racine de n fois la norme de x2. Conclusion, la norme 2 est inférieure à la norme 1 est inférieure à racine de n fois la norme 2 de x. Donc, on peut dire que les deux normes sont équivalentes. Voici un résultat qui est très important. Dans le cas où E est un espace de dimension finie, alors toutes les normes sont équivalentes. Ça, c'est très important. Par exemple, sur l'espace Kn, qui est un espace de dimension finie, est égal exactement à n. Alors, pour n'importe quel x appartiennent à la puissance n, on a la norme infinie et la norme 1 sont équivalentes, bien sûr, parce qu'on est en dimension finie. Et on a voilà les constantes ici. Notre bêta c'est n et notre alpha c'est 1. De même, ici 1 racine de n, ainsi de suite 1 racine de n. Donc la norme, on voit bien clairement que la norme 1 et la norme 2 et la norme infinie sont équivalentes. Et on peut vérifier facilement ces trois inégalités. Alors, puisque en dimension finie, les normes sont équivalentes, donc pour démontrer la convergence d'une suite, on peut utiliser cette caractérisation avec les coordonnées, la convergence des coordonnées, sans faire attention avec la norme choisie. Donc, il est inutile de bien préciser la norme choisie lorsqu'on se place en dimension finie. Alors, si N1 et N2 sont deux normes équivalentes, alors une suite est convergente, respectivement bornée dans E minus de la norme N1, si et seulement si elle est convergente, bornée dans l'espace E minus de la norme N2. Donc voilà un exemple où on se place dans l'espace des polynômes à coefficients réels. On définit sur E deux normes. La norme N1 qui est égale à la somme des coefficients des polynômes P. Voilà les coefficients. Et la norme infinie qui est égale à max des valeurs absolues des coefficients. Pour répondre à cette question, et d'une manière générale, on est pour démontrer que deux normes ne sont pas équivalentes. On essaye de choisir une suite de polynômes ou bien d'éléments de E tels que la norme sur la norme infinie soit vers plus l'infini ou bien vers 0. Alors dans ce cas, les normes ne sont pas équivalentes. Si par exemple les deux normes sont équivalentes, alors il existerait une constante telle que la norme 1 inférieure à la norme infinie. Et donc si ça différent de 0, si on divise la norme de 1 sur la norme infinie, ça va être inférieur à une constante. Alors ce qui est impossible. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé une suite d'éléments qui convergent, qui divergent vers plus l'infini. Divergent vers plus l'infini est majoré par une constante, ce qui est impossible. Donc voilà, c'est ça la technique et l'idée. Pour ce faire, on va considérer la suite des polynômes suivantes. Le polynôme P de n est égal à x à la puissance n plus x à la puissance n moins 1, ainsi de suite, plus x plus 1, où n appartient à n. Alors, premièrement, je vais bien préciser la norme infinie de P de n, qui est le max des coefficients. Les coefficients sont des 1, il n'y a que des 1. Le max des 1, c'est 1. Et la norme 1 pour cet élément, c'est la somme des coefficients. Est égale, mais il faut faire attention. Le premier coefficient, c'est A0, A1, jusqu'à AN. Donc, il va aller de 0 jusqu'à N.
les coefficients sont des 1, alors est égal à n plus 1. Ainsi, la norme infinie, ou bien la norme 1 sur la norme infinie est égal à n plus 1 diverge vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. La norme infinie et la norme 1 ne sont pas équivalentes. Car si deux normes sont équivalentes, alors nous aurons qu'il existe une constante telle que la norme de 1 inférieure à m fois une constante fois. Donc si on déplace cet élément ici, pardon, ici c'est la norme infinie, alors ça va vers plus l'infini. Donc on obtient que plus l'infini inférieur à un nombre, ce qui est absurde, ce qui est impossible. Donc j'ai noté ici la norme 1, mais la notation c'est n1, n infini. C'est pas grave. Si vous avez une partie A d'un espace vectoriel normé, E, alors on dit que A est un ouvert de E si, pour n'importe quel élément de A, on peut trouver un rayon strictement positif tel que la boule de centre A et de rayon R est inclus dans A. Si on peut représenter A comme l'ensemble suivant, n'importe quel point on choisit, on peut trouver un rayon tel que la boule est inclus dans A. Voilà, c'est ça, un ouvert. Exemple, on se donne un espace vectoriel normé E et A, un sous-espace vectoriel de E. Montrer que si A est un ouvert de E, alors on a A est égal à E. Alors, l'idée c'est la suivante pour répondre à cette question. On sait déjà que 0E est un élément de A. 2 plus A est un ouvert. Donc pour n'importe quel élément, il existe un rayon R strictement positif, tel que la boule de rayon R et de centre 0 reste inclus dans A. Nous avons dit, il reste à montrer que E inclut dans A. C'est-à-dire, si vous avez un élément X appartient à E, alors nécessairement, X appartient à A. Et pour démontrer que X dans A, on va essayer de l'écrire comme un élément X, lambda fois Y, où Y est un élément de la boule. Donc, un élément de la boule, la norme de Y doit être inférieure strictement à R. Donc, quel Y on va choisir? X est égal à X donc on va prendre Y, c'est comme le X fois R. Si on fait la norme de cet élément, ça va nous donner R fois la norme de X. Donc, je vais diviser par la norme de X. Je suppose que X est différent de 0E, parce que c'est 0E, c'est déjà appartient à A. Donc, si je fais maintenant la norme de Y, je trouverai R. Mais j'aimerais bien qu'elle soit inférieure strictement à R. Donc, je pourrais diviser par 2. Alors, on a clairement que la norme de Y est égale à R fois la norme de X sur 2 fois la norme de X. Donc, est égal à R sur 2, inférieur strictement à R. Car R est strictement positif. Donc, on a trouvé un élément Y qui appartient à la boule. De plus, X, on peut l'écrire, c'est comme 2 fois la norme de X sur R fois X fois Y, pardon. Cet élément est dans la boule.
Donc, il appartient à A. Ici, on multiplie par un scalaire, un élément de A, ça va rester dans A. Pourquoi? Parce que A est un sous-espace vectoriel de E. Je vais maintenant essayer de bien rédiger la réponse. Alors, premièrement, je vais dire comme A est un sous-espace vectoriel de E, alors il contient l'élément neutre de E, c'est-à-dire 0E appartient à A. D'autre part, on a A est un ouvert de E. Alors, d'après la définition d'un ouvert, un élément appartient à A et A est un ouvert, alors il existerait un rayon strictement positif tel que la boule de centre 0E et de rayon R est inclus dans A. Premièrement, on a A est inclus dans E. Il reste à montrer que E est inclus dans A. Pour ce faire, on va prendre un élément dans E, soit X appartient à E, et on va essayer de démontrer que X appartient à A. Premièrement, si X égale à 0E, alors X appartient à A. Maintenant, si X est différent de 0E, on prend Y est égal à R fois X sur 2, la norme de X. Et puisque la norme de cet élément, c'est-à-dire la norme de Y, est égale à Rx sur 2, la norme de X, je pourrais faire sortir cette constante, parce que c'est une norme, donc est égale à R sur 2, la norme de X, fois la norme de X, qui est égale à R sur 2, inférieur strictement à R. D'où Y appartient à la boule de centre 0, E et de rayon R, qui, n'oublions pas que cette boule-là est inclue dans A. Or, A est un sous-espace vectoriel de E, alors on en déduit que X qui est égal, je vais déplacer 2X dans l'autre côté et diviser par R. Donc est égal à 2 fois la norme de X, Y sur R, appartient à A. Pourquoi? Parce qu'on a un élément de A est un sous-espace de E, donc stable par les combinaisons linéaires, et de plus on a multiplié par un scalaire, ça c'est un réel. Donc cet élément va rester dans A, ce qui signifie que X appartient aussi à A. Donc X appartient à A et A est égal à E. Et on dit que A est enfermé de E si le complémentaire de A dans E, c'est-à-dire E privé de A, est un ouvert de E. La question maintenant, est-ce que la réunion quelconque des ouverts est un ouvert? Est-ce que l'intersection des ouverts est un ouvert? De même pour les fermés. Donc voilà la réponse. Toute réunion d'ouverts de E est un ouvert de E. C'est-à-dire quoi que ce soit la réunion, soit finie, soit infinie, quelconque, reste un ouvert de E. Par contre, l'intersection des ouverts finis est un ouvert de E. Donc, si on a une intersection dénombrable ou bien infinie des ouverts, on ne peut pas décider est-ce qu'elle va rester ouverte ou pas. Donc, ça dépend. Alors, on est sûr seulement de l'intersection finie des ouverts est un ouvert. Pour les fermés, c'est la réciproque. C'est-à-dire toute réunion finie de fermé de E reste un fermé de E. Et pour l'intersection, quoi que ce soit l'intersection des fermés,
est enfermé de E. C'est-à-dire l'intersection finie-infinie de nombrable, ça reste enfermé de E. Par contre, la réunion d'un nombre infini d'éléments de fermés, elle peut ne pas rester enfermée de E. Je vais choisir maintenant un point A. On dit que ce point est un point adhérent de A si pour tout R strictement positif, l'intersection de la boule de centre A et de rayon R avec A est différent de l'ensemble vide. Voilà, si A vérifie cette condition, alors on dit que A est un point adhérent de A. C'est-à-dire, si pour n'importe quelle boule on choisit de centre A, toujours l'intersection avec A est différente de l'ensemble vide. Ce qui équivaut encore une fois, pour dire que A est un point adhérent, il suffit de trouver une suite d'éléments de A. Les AN sont dans A. Tel que la suite AN converge vers A. Ça signifie que la norme de AN moins A tendre vers 0, quand un tendre vers plus l'infini. Voilà, c'est une caractérisation pour un point d'adhérent. Il suffit de trouver une suite d'éléments de A qui convergent vers ce point-là. L'ensemble des points adhérents de A est noté A bar. Voici maintenant une caractérisation qui caractérise les fermés de E avec les points d'adhérent. La partie A est fermée si et seulement si A bar est égal à A, c'est-à-dire l'ensemble des points d'adhérent de A est égal à A. Ce qui équivaut encore une fois, si on utilise cette définition-là, pour n'importe quelle suite AN converge vers L, alors L appartient à A. Donc pour démontrer qu'une partie de E est fermée, il suffit de prouver que pour n'importe quelle suite, l'élément de A qui converge vers un élément, alors cet élément est nécessairement appartient à A, reste dans A. Exemple, l'ensemble des matrices diagonales est fermé. On va essayer d'utiliser la dernière caractérisation des fermés, c'est-à-dire n'importe quelle suite de cette partie, si elle converge, alors la limite nécessairement est dans A. On va essayer de l'appliquer ici. L'ensemble des matrices diagonales est fermé. Pourquoi? Car la limite d'une suite convergente des matrices diagonales reste une matrice diagonale. Donc voilà, c'est ça la justification pourquoi l'ensemble des matrices diagonales est enfermé de MNR. Pour bien voir les choses, si vous avez par exemple une matrice diagonale, par exemple de taille 3, alors elle sera de cette forme-là. Et ici on a des suites, la suite des matrices AN de taille 3. On a ici alpha n, bêta n et gamma n. Donc cette matrice-là, si on suppose qu'elle converge, alors chaque coefficient va converger vers le coefficient ici. Donc alpha n va converger vers alpha. Ici, on a 0 pour tout n, donc va converger aussi vers 0, 0, gamma, bêta, ainsi de suite. Donc la matrice limite est aussi une matrice diagonale. Un deuxième exemple, est-ce que l'ensemble des matrices inversibles de taille n est fermé dans MNR? La réponse est non. Pourquoi? On peut choisir par exemple une matrice diagonale qui est inversible de taille n, 1 sur k, et c'est code 0. Alors, cette matrice est inversible. On choisit la suite des matrices, quel que soit k, supérieur strictement à 0. La matrice suivante, AK. Alors, on remarque bien que AK converge vers la matrice nulle de MNR. On a construit une suite des matrices qui convergent. De plus, ces matrices-là sont inversibles.
c'est-à-dire cette suite-là appartient à GLN R, et pourtant la limite n'est pas dans GLN R. Donc GLN R n'est pas fermé. Alors la réponse est que GLN R n'est pas fermé, car la suite des matrices AK est égale à 1 sur K IN, quel que soit K appartient à n étoile, converge vers la matrice nulle. Et pourtant, les AK appartiennent à GLN R. Ce sont des matrices inversibles. Pourquoi? Parce que les éléments diagonaux sont différents de 0. Quel que soit K supérieur ou égal à 1. Voilà, c'est ça la réponse. N'est pas fermé. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé une suite d'éléments de GLNK qui convergent vers un élément à l'extérieur de GLNR. Donc GLNR n'est pas fermé. Parlons maintenant un peu sur la densité. On dit qu'A dense dans E, dense dans l'espace E, si A bar est égal à E, c'est-à-dire les points d'adhérence de A est égal à E, ce qui est caractérisé aussi par, pour n'importe quel élément de E, on peut trouver une suite d'éléments de A, tel que cette suite-là converge vers X. Et ça signifie que n'importe quel élément de E est un point d'adhérence de A. C'est-à-dire, on a démontré, ça signifie que E est inclus dans A bar. Et on a déjà A bar est inclus dans E. Soit M, une matrice de taille N à coefficient dans R, justifie qu'il existe un rho strictement positif pour tout lambda appartient à l'intervalle ouvert 0 rho, M moins lambda IN appartient à GLNR, c'est-à-dire une matrice inversible. Puis, démontrer que l'ensemble des matrices inversibles est dense dans MNR. Alors, la clé de la réponse, c'est on remarque ici qu'on a M moins lambda IN est une matrice inversible. On cherche une condition, ou bien un rho, tel que pour tout lambda, M moins lambda IN soit inversible. Et M moins lambda IN inversible, ça signifie que lambda n'appartient pas au spectre de M. Donc, on va se concentrer sur le spectre, pardon, ici n'appartient pas. Alors, si le spectre est non nul, donc on va choisir notre rho s'il illumine des valeurs propres, tel que lambda appartient au spectre de M, donc R. Et donc, dans ce cas, n'importe quel lambda inférieur strictement à rho R, à rho est supérieur strictement à 0, ça ne va pas être dans le spectre de M. Et donc, cette matrice va être inversible. Mais on a un problème si le spectre de M est vide. Donc, on doit discuter le cas où le spectre de M est vide et aussi le cas où le spectre de M est égal au singleton 0. Donc, dans ce cas, le rho, ça va être 0. Voilà, c'est ça la clé de la réponse. Alors, premièrement, si le spectre de M sur R est égal à l'ensemble vide. Alors, quel que soit lambda appartient à R, M moins lambda IN appartient à GLN R. Donc, inversible, on choisit. On prend rho est égal à 1, par exemple. Parce que le spectre réel est vide. Donc, n'importe quel lambda n'est pas une valeur propre de M. Et ça veut dire que cette matrice-là est inversible. Maintenant, si le spectre de M dans R est égal au singleton 0. Donc, de même, on prend rho est égal à 1. Alors, quel que soit lambda
appartiennent à 0, 1, m moins lambda in soit inversible. Pourquoi? Parce que la seule valeur propre réelle, c'est 0. Et donc, pour tout lambda compris entre 0 et 1 c'est notre rho, m moins lambda in, ça va être inversible. Et finalement, nous allons discuter le cas où le spectre de m de R est différent de l'ensemble vide et le spectre de M aussi différent de singleton 0. Alors, on va prendre on prend ρ est égal le min de la valeur absolue de lambda parce que le ρ doit être supérieur strictement à 0 tel que lambda appartient à un spectre de M de R prévu de 0 puisque le spectre est différent de 0 et est différent de l'ensemble vide, donc nécessairement contient un élément non nul. Et on choisit le min. Pourquoi le min? Le spectre est fini, qui est égal au maximum n valeurs propres si M est une matrice d'ordre n. Quel que soit lambda appartient à 0, ρ, M moins lambda in est une matrice inversible. Pourquoi? Parce que pour n'importe quel lambda compris entre 0 et ρ, on est sûr que cette lambda n'est pas une valeur propre. Et donc, cette matrice-là est inversible. On a prouvé que dans tous les cas, il existe un ρ tel que quel que soit lambda compris entre 0 et ρ, m moins lambda in est inversible. Maintenant, on va prouver la deuxième partie de la question, c'est-à-dire l'ensemble GLN dense dont MNR. Pour ce faire, on va prendre un élément de MNR et on va montrer qu'il existe une suite MK qui converge vers M avec la suite qui appartient à GLNR. Donc, si pour n'importe quel élément de MNR, on a trouvé une suite de GLNR qui converge vers cet élément, alors GLNR est dense dans l'ensemble MNR. On va essayer d'utiliser la première partie de la question afin de répondre à la question. On prend la suite suivante. MK est égal à M moins 1 sur K et N. On est sûr que cette suite-là converge vers M lorsque K tend vers plus l'infini. Donc, quel que soit K appartient à N étoile, 1 sur K tendre vers 0, quand K tendre vers plus l'infini, alors il existe un ρ, N, appartient à N, tel que, quel que soit K supérieur ou égal à N, 1 sur K inférieur à ρ et supérieur bien sûr à 0. Donc, quel que soit K supérieur ou égal à N, MK qui est égal à M moins 1 sur K et N est une matrice inversible. De plus, MK converge vers M quand N tend vers plus l'infini. Parce que cette suite-là, les coefficients de M sont constantes, donc il reste les coefficients de 1 sur K et N qui convergent vers la matrice nulle, alors elle restera que M. Donc, GLNR est dense dans MNR. Car nous avons pris une matrice quelconque et nous avions pu trouver une suite
qui convergent dans M, et pas n'importe quelle suite dans GLNR. Conclusion, GLNR est dense dans MNR. Il est temps maintenant pour parler sur les applications entre deux espaces vectoriels normés. On considère A une partie de E, et avec E et F, ce sont des espaces vectoriels normés, chacun sa norme. F est une fonction qui est définie de A vers F. Alors, on dit que F admet une limite en A, appartient à A bar, l'adhérence de A, si pour tout epsilon strictement positif, il existe alpha strictement positif et n'importe quel x appartient à A, si la norme de x moins A inférieure ou égale à alpha pour la norme de E implique que f de x moins b inférieur ou égal à epsilon. Alors dans ce cas, on dit que f admet une limite en A est égal à b lorsque x tend vers A. Ce qui équivaut encore une fois, la caractérisation séquentielle de cette limite, c'est pour n'importe quelle suite AN d'éléments de A, tel que AN converge vers A, alors on a f de AN converge vers B lorsque n tend vers plus l'infini. Exemple, on a une application qui est définie de R3 vers R3, prévue de 0, par f de x est égal à x sur la norme 2 de x moins x. La question est-ce que f admet une limite en 0, 0, 0. Alors, considérons les deux suites suivantes. Un est égal à 1 sur n, 0, 0. Vn est égal à 0, 1 sur n, 0. Quel que soit n appartienne à n étoiles. Alors, on a bien la norme de Un est égale à racine de 1 sur n au carré plus 0 au carré plus 0 au carré. Donc est égal à 1 sur n. De même, la norme de Vn2 est égale à 1 sur n. Ainsi, la limite quand n tend vers plus l'infini de Un est égale à la norme quand n tend vers plus l'infini de la norme de Vn est égale à 0. C'est-à-dire, Un converge vers 0, 0. Et Vn aussi. Parce qu'on a ici Un moins 0, 0 converge vers 0. De même, Vn moins 0, 0 converge vers 0. Or, f de Un est égal à Un sur la norme de Un moins Un. Donc, est égal, encore une fois, à... Donc, lorsqu'on va diviser Un par la norme de Un qui est 1 sur n, il va rester ici 1 moins Un, donc moins 1 sur n, c'est la première composante, et après des 0. Première composante est nulle, la deuxième 1 moins 1 sur n, 0. D'où f de Un converge vers 0, 1, 0. F de Vn converge vers 1, 0, 0. Vn converge vers 0, 0, 0. Et limite quand n tend vers plus l'infini. F de Un est différente de limite quand n tend vers plus l'infini de f de Vn. Alors, f n'admet pas de limite en 0. 0, 0. On utilise souvent cette caractérisation pour soit démontrer des propriétés, soit pour dire qu'une fonction n'admet pas de limite ou bien qu'elle n'est pas continue. Et
ce qu'on va voir maintenant, la continuité en un point. F est continu en A, appartiennent à A, pourquoi appartiennent à A? Parce qu'on a besoin de calculer f de A. Et la fonction f est définie seulement sur A. F est continu en A si la limite, quelle que soit A(n) appartient à la puissance n, une suite d'éléments de A, tel que n converge vers A, alors f de A(n) converge vers f de A. Ou bien on peut utiliser la même définition ici, f de x moins f de A inférieur à epsilon. Voici un résultat qui est très important pour les applications linéaires entre deux espaces vectoriels normés et lorsque la dimension de l'espace de départ est finie. Alors, toujours, vous pouvez dire que l'application f est continue sur U. De plus, il existe une constante m strictement positive telle que pour n'importe quel x appartient à E, la norme de f de x inférieure ou égale à m fois la norme de x. Justifie que les applications qui est associée à chaque matrice A, sa trace, et une autre application qui est associée à chaque matrice A, P fois A fois P moins 1, sont continues sur MNR, où P est une matrice inversible. Il suffit juste de dire qu'ils sont continues. Pourquoi? Parce que les deux applications continues, car sont linéaires, ainsi que la trace est une application linéaire et on peut vérifier facilement aussi que cette application est linéaire. Et la dimension de l'espace de départ qui est MNR est égale à n au carré, donc fini. Voilà, c'est ça. Deux applications linéaires. L'espace de départ est un espace de dimension finie, donc les applications sont continues directement. Aussi, vous pouvez dire pour n'importe quelle application polynomiale ou de composante polynomiale est continue sur E. Alors, voici, on utilise la continuité. Si vous avez O est un ouvert, si et seulement si, O est l'image réciproque d'un ouvert simple. Avec F est une application continue. De même pour les fermés, F est fermé, c'est seulement si F est l'image réciproque d'un fermé qui est simple. Avec F est une application continue. Exemple, montrer que JLNK est un ouvert de MNK. Nous pouvons remarquer qu'on a l'ensemble JLNR des matrices inversibles. C'est l'ensemble des matrices dont le déterminant est différent de 0. Donc, si on considère l'application phi qui est égale au déterminant, alors dans ce cas, GLNR, ça va être l'image réciproque de K étoile. Et on sait que K étoile est un ouvert de K, donc phi moins 1 est aussi est un ouvert. Pourquoi? Phi est continu. Le déterminant est continu parce que c'est une fonction polynomiale en fonction des coefficients de m. Donc voilà, on va essayer de bien détailler la réponse. Et on considère phi qui a les deux mn k. Pardon, ici, on a k et pas r. K vers K. À chaque matrice, on doit associer son déterminant, le déterminant de M. Cette application est continue, qui est continue sur car on sait que le déterminant, c'est une fonction polynomiale en fonction des coefficients de M. Et on a dit qu'une fonction polynomiale est continue. Car phi et voilà, comme GLN de K
est égal à phi moins 1 de k étoile. Parce qu'un élément appartient à GLNK, si et seulement si le déterminant est égal à 0. Différent de 0, pardon. Donc, si et seulement si le déterminant appartient à k étoile. Alors, l'image réciproque de k étoile, ce sont exactement les matrices inversibles. Et k est un ovaire de k. Alors, GLNK est un ovaire de MNK. Car on a une application continue. De plus, nous arrivions à écrire GLNK comme l'image réciproque d'un ovaire. Donc, GLNK est un ovaire de MNK. Si E de dimension finie, alors la partie A est un compact de E, si et seulement si elle est bornée et fermée. Alors, les compacts d'un espace vectorien normé de dimension finie sont les parties fermées et bornées. Voici des autres résultats aussi importants sur les compacts. L'image d'un compact par une application continue reste un compact. Aussi, toute fonction continue sur un compact est bornée. De plus, elle atteint ses bornes. Soit A, une matrice de MNK, montrer qu'il existe un Y, tel que la norme de Y est égale à 1, et qui vérifie A, la norme de AY, est égale au sup de la norme de AX, où X parcourt les vecteurs de norme 1. Donc c'est le sup sur la sphère de centre 0 et de rayon 1. On va considérer une application de Kn vers R+, phi de Kn vers R+, et à chaque vecteur x, on lui associe la norme de AX. Est une application continue sur Kn. Donc, on essaye de démontrer que ça, c'est une application continue. Puis, on va démontrer que la sphère est compacte. Les éléments dont la norme est égale à 1, c'est la sphère. Montrons que S, les éléments de Kn, tels que la norme de x est égale à 1, est un compact de Kn. Alors, puisqu'on est en dimension finie, il suffit de montrer que S est borné et fermé. Premièrement, S est borné car quel que soit x appartient à S, la norme de x est inférieure ou bien exactement est égale à 1. Donc les normes des vecteurs de S sont majorées par 1. Deuxièmement, soit xn une suite de S telle que xn converge vers x. Alors, d'après l'inégalité triangulaire, on a la norme de x moins xn est inférieure ou égale à la norme de x moins xn. De même, la norme de xn moins la norme de x est inférieure ou égale à x moins xn. Pour les Sn sont dans la sphère, alors x moins 1 est inférieur à ça, quel que soit n appartient à n. X moins xn, quel que soit n appartient à n, et 1 moins x inférieur à x moins xn. Comme la limite quand n tendre vers plus l'infini, la norme de x moins xn est égale à 0, alors, donc ça est égal à 0, la limite est égale à 0, donc x, la norme de x est inférieure à 1.
De même ici, ça converge vers 0. Alors, 1 moins la norme de x est inférieur à 0. Donc, on trouvera que x est inférieur à 1 et supérieur à 1. D'où x appartient à S. Voilà, nous avons pris une suite qui converge vers x. Et on a démontré que la limite appartient à S. Donc S est un fermé. Donc S est un compact de Kn. Il existe un vecteur Y appartient à Kn tel que phi de Y est égal à sup de X appartient à S phi de X. Comme phi est une application continue, S est un compact, alors phi est borné sur ce compact-là, sur S, et atteint ces bornes. Atteint ces bornes, c'est-à-dire qu'il existe un vecteur qui est égal au sup sur cette partie-là. Et ça, c'est ce qu'on veut démontrer. Ce qui équivaut à ce que la norme de AY est égale à sup de AX, où X appartient à S, c'est-à-dire la norme est égale à 1. Donc on a prouvé l'existence d'un élément Y qui vérifie ceci.